Salut à tous, salut Matt. Salut Fred. Bienvenue à vous, bienvenue dans cette émission d'Un Viseur, l'émission dans laquelle on vous raconte ce qu'on a pensé de jeux du moment, des jeux qu'on a testés ensemble, de notre quotidien, avec des amis, avec la famille. Aujourd'hui, on va parler de quoi? On va parler de Lost Seas, de Secret Identity et de Tea, Scones and Arsenic. Voilà, on va vous parler de tout ça dans ce petit DLV. Avant de commencer, je vais vous faire un tout petit écart. Je vais vous dire que j'ai un petit biais parce que deux de ces jeux, Secret Identity et Lost Seas, sont faits par des auteurs que je connais beaucoup. Donc du coup, ça ne va pas m'empêcher d'en parler, de donner mon avis personnellement, mais j'ai quand même ce petit biais parce que c'est des gens que je connais un petit peu en tant qu'auteur. Donc voilà, on est parti, on commence avec? On va commencer avec Lost Seas. Fred, tu vas nous parler de Lost Seas, ou en tout cas nous le briefer, puis après on parlera opinion. Exactement. Lost Seas, c'est un jeu de collection dans un thème marin, sous-marin, dans lequel on va explorer des mers, on va reconstituer une carte. Et le fonctionnement du jeu, ce qui est original, c'est que c'est un jeu de collection dans lequel on va sélectionner nous-mêmes comment on va marquer des points. C'est-à-dire que c'est nous qui décidons du scoring. On va au début de la partie choisir un scoring qu'on va faire dans le carré de tuiles de 4x4 que l'on va essayer de constituer. Donc on va collectionner des tuiles ligne par ligne, colonne par colonne, et on choisit chacun des scorings. Et à chaque fois qu'on va avoir des tuiles scoring, on va décider si on veut faire un scoring facile avec une tuile blanche, on va dire un truc très facile à faire, ou un scoring difficile avec une tuile noire qui est quand même pas évident à faire. Donc on va prendre, on va dire, le risque de faire ou de ne pas faire certains scorings. Une fois qu'on a nos 8 scorings qui correspondent aux lignes et aux colonnes, on rentre dans la partie, on va récupérer des tuiles, on va les poser là où on veut, sans contrainte, si ce n'est qu'on peut pas écraser quoi que ce soit. Quand on pose une tuile, c'est définitif. Et on essaie de faire soit des collections de plein d'éléments de la même manière, des binômes, ne pas avoir certains éléments, et un nombre exact d'icônes, et on va rentrer dans l'univers comme ça en faisant sa petite carte, et au bout des 16 tours que dure la partie, eh bien on regarde les scorings qu'on a réussi à faire, et plus on en a fait, plus on gagne de points par rapport aux adversaires. Sachant que déjà quand tu dis les scorings blancs sont faciles, ils sont faciles indépendamment. Quand on rajoute l'interaction produite par les autres joueurs et le fait qu'il faut le combiner avec un autre scoring, parce que si on met un scoring en ligne, il va interagir avec des scorings en colonne, et finalement en fait ça crée beaucoup de contraintes et c'est ça qui donne un peu son piment au jeu et je trouve qu'il est très très malin. C'est qu'on choisit vraiment comment on se met dans la panade. Exactement, parce que ces tuiles, elles vont être dans une rivière et à chaque début de partie, enfin à chaque début de manche, on va prendre une tuile, on va en laisser pour les autres qui vont les sélectionner et plus on est tard dans le tour, moins on a de choix et du coup on va dire mes scorings ils vont plus marcher avec celle-là, qu'est-ce que je vais détruire comme scoring, qu'est-ce que je vais abandonner en cours d'autre en disant c'était trop difficile, j'abandonne. D'ailleurs, il faut faire au mieux avec ça. Souvent, il y a une ligne ou une colonne qui sert un peu de mitigation des trucs qu'on veut pas, on met toute la poubelle dedans. C'est ça. Et puis finalement, on se retrouve à arriver presque à l'optimiser et tout. Il y a une montée de la tension qui est intéressante dans le jeu. Parce que effectivement au début tout est très ouvert, on peut prendre n'importe quelle tuile, la poser n'importe où. Et après la partie avançant, on a commencé à valider certaines choses, on a des contraintes, sinon telle ligne ou telle colonne ne marque pas. Ouais, exactement. Et ça marche très très bien. Le début tout se passe bien. On a le choix, on va pouvoir mettre par défaut un peu où on veut. Et plus ça va, plus on sacrifie des colonnes, plus ça devient compliqué et plus en fonction de ce qui nous reste, les adversaires vont bien plus regarder ce qu'ils vont nous laisser. Ils vont dire, oh là, lui il a besoin de 3 serpents, je vais pas lui laisser 3 serpents, je vais la prendre pour pouvoir la mettre dans son droit qui me dérange pas, et lui il va être embêté, et en effet, ça te revient à toi, t'es embêté, tu sacrifies un truc, tu pleurniches, et puis voilà. Alors c'est vrai que c'est de la construction de tableau très très solitaire, et tout va très vite au début, et puis après tout d'un coup on se dit, ah, non mais attends, il faut pas que je lui laisse ça, ça c'est trop rentable pour lui ou pour elle, et on a véritablement des points d'interaction à cet endroit-là. Ça reste très solitaire et très dans son coin, malgré cette sélection de tuiles qui est un peu du blocage froid. Alors moi je suis resté un petit peu sur ma faim. Je trouve le jeu très très propre, c'est-à-dire qu'on se pose jamais de questions, l'intérêt est toujours là. Au début de la partie, quand c'est très libre, tout va très vite. Et puis après, quand finalement on est un peu plus dans l'interaction, un petit peu plus dans le chafouinage, on prend un peu plus le temps de réfléchir, on se plaint un peu plus, on dit ah là tu m'as pris telle tuile, c'est horrible, mais finalement on va bloquer quelqu'un d'autre, donc c'est pas trop grave. Et on a une certaine tension qui s'installe. Exactement, on a une très grosse montée en tension où au début tout va bien et après ça se complique. Et moi c'est quelque chose que j'ai bien aimé au cours de la partie en disant plus ça va, plus tu réfléchis, plus tu queens, et plus il se passe quelque chose autour de la table, où les différents joueurs se regardent un petit peu en disant, est-ce qu'il va me la prendre? Oh là là, j'espère qu'il va pas me la prendre. Oui, je l'ai, et tout. Donc, il se passe vraiment quelque chose. Il y a de l'émotion, il y a de l'énergie, c'est très agréable à vivre. Moi, pour un petit jeu familial de collection, c'est très sympa. Sans parler c'est vraiment ces deux phases de jeu. La phase de je prépare et je joue. Cette phase de préparation de quels sont les scorings que je vais prendre pour toute ma partie, moi je la trouve très agréable. Ça dure pas longtemps, ça dure 2-3 minutes. C'est très très rapide. Mais on aime bien, est-ce que je prends le risque de faire ça? Est-ce que j'assure? Lesquels j'assure?
combien j'en assure? Parce que finalement, si tu penses tout faire, parce que tu mets que des tuiles blanches, ok, tu vas peut-être tout arriver. Mais suffit que les autres joueurs ont pris plus de risques qu'ils soient arrivés, eh bien, tu vas perdre ta partie parce que t'as pas été assez gourmand finalement. C'est vrai qu'il y a cette incitation à la gourmandise, à l'ambition qui est intéressante. Après, il me semble que c'est assez facile d'optimiser ça et de se dire, ok, tel objectif noir, et finalement, il se combine bien avec tel autre objectif et d'arriver à créer un fonctionnement de tableau harmonieux qui est plus ou moins facile à réussir. Ça va dépendre de ton tirage quand même. Les tuiles objectifs sont dépendantes quand même. Ça dépend du tirage, mais globalement c'est assez équilibré. Après, moi je reste un petit peu plus sur King Domino, tu vois, sur ce genre de jeu, parce que j'ai l'impression que King Domino, j'ai des points d'interaction tout le temps dès le début, parce que il y a des points d'intérêt forts, il y a ces couronnes, il y a des terrains qu'on veut pas, et ça se détermine très très vite, alors que là, l'Hostis, le début, il est un peu plan-plan, et après la moitié met un de la petit peu de temps à partie, venir. Je suis d'accord. Je suis d'accord par rapport à ça, où un King Domino, en effet, est plus impliquant dès le début, sachant que on compare ces jeux parce qu'ils sont à peu près sur la même cible. On est dans les deux cas sur des jeux familiaux, très accessibles, qui durent 20 minutes, sur le même format de boîte. Donc c'est des jeux comparables, et du coup, on les compare sans problème. Sachant que, pour le coup, côté édition, King Domino a un thème et illustration qui sont peut-être plus marquants qu'un Hostis, qui, pour moi, est un peu léger. Alors moi j'apprécie le parti pris graphique, parce que effectivement le fait qu'on ait ce côté cartographe des mers, ça me dérange pas. Au contraire, je me dis génial, enfin un truc qui nous sort de la fantaisie de base de King Domino ou la préhistoire ou je sais pas quoi. Enfin finalement c'est assez frais. Mais c'est vrai que de toute façon on est loin du thème, on est dans le calcul et on n'est pas ailleurs que dans le calcul. C'est peut-être un peu dommage. Mais moi ça me dérange pas tant que ça. Je veux dire, il y a des jeux qui marchent très bien sans thème. Je pense à Halo en premier lieu. Halo ou 10, tu vois, récemment. Je suis d'accord. T'en as pas besoin, mais c'est vrai que là, quitte à faire, il y avait un thème. Je trouve que l'illustration me transporte pas forcément et le thème, je le vis pas tant que ça. Et donc finalement, j'aurais peut-être aimé un petit peu plus pour plus rentrer dans le jeu, qui m'a laissé un petit peu froid. Par rapport à thème en tout cas, parce que mécaniquement, c'était plutôt bien ma cam. Et moi, ça a bien marché avec mes joueurs qui sont justement des joueurs occasionnels. Et il n'y a pas de problème de règles, on rentre vite dans le jeu, on comprend bien, on prend vite plaisir, et le plaisir monte avec des petits sauts de tension. Et moi, ça a bien marché. Et on y retournera avec plaisir. Oui, moi, je dirais pas non à une deuxième partie, ou une troisième, parce qu'en fait, j'en ai fait un certain nombre, en fait. Et bien voilà, ça c'était notre avis sur l'Hostis, et on va enchaîner tout de suite avec Secret Identity. C'est parti. Alors, c'est parti pour Secret Identity. Est-ce que tu peux nous le pitcher? Carrément. Alors, Secret Identity, c'est un jeu d'ambiance et en même temps un petit peu un jeu de connaissances. Donc, on va tout simplement avoir des personnages qui nous sont associés de façon secrète. Par exemple, vous pouvez être César, vous pouvez être Cléopâtre, vous pouvez être des personnages de Disney. Bref, il y a vraiment de tout. Et donc, on va avoir 8 personnages autour de la table à chaque fois. Et vous devez faire deviner aux autres joueurs quel est votre personnage avec des pictogrammes. Et vous allez placer des cartes pictogrammes en fonction de si ça représente vos personnages ou si ça ne représente pas votre personnage dans une glissière. Et ensuite, vous allez montrer vos pictogrammes dans votre glissière. Vous pouvez mettre jusqu'à 3 pictogrammes dans votre glissière, mais attention, cette main de pictogrammes, de manche en manche, elle se remplit pas. Donc, ce qui fait que la dernière manche, il ne reste plus que les trucs hyper cryptiques. Et ça donne des dernières manches assez farfelues dans lesquelles il faut aller assez loin dans l'interprétation, mais c'est rigolo. Et donc, on va gagner des points si jamais on trouve les personnages des autres ou si les autres trouvent notre personnage, si on a été suffisamment éloquent avec ces pictogrammes. Exactement. Ces personnages qu'on va personnages et personnes, il peut y avoir des personnes réelles aussi. On va devoir les faire trouver avec des pictogrammes qui parfois sont complètement alambiqués. On peut avoir des cubes, on peut avoir des points, on peut avoir des feux d'artifice. Tout ça, il va trouver quel est le bon pictogramme qui va me permettre de représenter la bonne personne. Est-ce que quand j'ai Rocky Balboa, il faut que j'ai des points, mais ça serait bien d'avoir des points. Sauf que dans tes 10 pictos, t'as pas forcément des points. Est-ce que avec mon dragon et est-ce qu'avec une chaussure, est-ce que je vais faire arriver c'est pas évident. Mais par exemple, tu peux avoir comme tu peux utiliser les pictogrammes en positif et en négatif, tu peux avoir par exemple une petite robe et tu la mets sur Rocky Balboa, mais en négatif, tu dis ça ne correspond pas à ce personnage. Les gens vont peut-être trouver Rocky Balboa. Après, c'est vraiment très drôle quand les joueurs oublient de regarder les autres personnages et qui votent pour des trucs complètement farfelus, pour ne pas dire vraiment bêtes. Les erreurs bêtes,
perturbe tout le monde et c'est très très drôle. C'est ça, c'est vraiment intéressant dans le jeu, c'est non pas regarder son personnage, mais vraiment tous ceux qui sont autour. Parce que non seulement il y a des personnages qui vont être utilisés par les autres joueurs, donc il faut regarder, mais aussi tous les personnages parasites qui vont vraiment venir embêter la solution de notre personnage, parce que quand t'as Rocky et qu'à côté t'as Chuck Norris, les deux ils sont un peu similaires. Donc qu'est-ce que tu vas faire pour permettre aux joueurs de vraiment tomber sur le tien? C'est ça qui est sympa, c'est ça qui est rigolo, et c'est ça qui est un petit peu tordu à faire. Effectivement. Après, je trouve que le scoring, on s'en fiche. Oui. Complètement. On est là pour s'amuser. Alors qu'il y a un système de scoring qui est compliqué, qui est efficace, moi j'aurais dit. Qui est compliqué à mettre en œuvre dans le sens où tu gagnes un point pour chaque personne qui te devine, tu gagnes un point pour chaque personne que tu devines. Et finalement, en fait, t'es vraiment en train de faire tes trucs de comptable. Il faut avancer. Genre, quand tu joues à 6, ben, tu dois faire avancer 5 personnes à chaque fois que tu révèles ton truc. C'est un peu pénible. Et je sais que souvent, il y a une personne qui est dédiée au scoring et qui fait que ça à chaque résolution de manche, qui peuvent être un peu longues en fait. Alors ouais, si finalement cette résolution et ce scoring, il prend pas tellement de temps sur la partie complète, parce que finalement la partie complète, elle est assez longue. On est sur un temps de jeu qui est plutôt long. Cette résolution, elle est un petit peu laborieuse, mais pas tant que ça par rapport au temps de jeu, parce que le temps de jeu finalement, il se passe énormément sur qu'est-ce que je mets comme carte pour mes personnages. Ouais, mais après il y a le débrief de mais pourquoi t'as mis ça, ah je comprends mieux, etc. Les gens qui expliquent leur raisonnement, ça c'est drôle, mais en fait c'est dans une phase qui est pour le coup un peu laborieuse, tu le disais. Moi, je la trouve longue et je trouve globalement la durée de partie pas forcément bien adaptée. Parce que finalement, il y a des moments où on se dit, bah, au bout de 2 manches, t'as compris, tu t'es amusé. Mais le fait que ça dure autant de temps, c'est aussi lié à l'attrition qui est causée à la main de cartes qui descend. Et si tu enlevais des cartes, eh ben, tu donnerais beaucoup plus de chance, enfin de place au hasard. Ça serait peut-être un peu moins fun. Du coup, je comprends cet équilibrage-là, dans l'équilibrage de durée de partie par rapport au contrôle que tu peux avoir sur la partie, mais je suis pas ultra convaincu par ça. Ok. Ben moi, de mon côté, il y a plein de choses que j'aime et d'autres que j'aime moins dans le jeu. J'aime beaucoup le fait que les cartes, justement, elles diminuent et que la tension augmente au fur et à mesure de la partie. Vraiment, au début, t'es plutôt large, tu vas y arriver, et plus ça va, plus c'est réduit, et tu hésites à mettre des cartes parce que tu sais que t'en as encore moins le coup d'après. Donc ça, c'est vraiment quelque chose que j'apprécie dans le jeu, cette tension qui augmente. Après, il y a un peu d'aléa suivant ta main, justement, ou dire, si ton personnage, t'as l'icône parfait, tu peux le choisir en un coup, t'es satisfait parce que tu y arrives facilement, les autres aussi, mais finalement, ça apporte peu de plaisir aux gens. Ok, tout le monde t'a grillé, il sait qui c'est, il n'y a pas tellement de plaisir. De la même manière que quand t'as rien qui marche, c'est hyper frustrant, tu dis, ok, j'ai rien qui marche, c'est par défaut, personne trouve, il n'y a pas de plaisir. Ce qu'il faut dans le jeu, c'est que ça soit juste le bon milieu. C'est, j'ai une carte qui peut permettre, une autre qui aime pas trop, tu mets les deux, il y en a 2, 3 qu'on pigé. Là, t'es satisfait parce que t'as réussi à faire passer son message, tu passes un bon moment. Mais les extrêmes, ils marchent un peu moins bien. C'est clair que si t'as une carotte dans ta main et que t'as Bugs Bunny, tu dis bah c'est trop facile. Exactement. Alors que si t'as César et que tu vas le dire, ok, les gens doivent penser à la salade César, machin, ou un poulet, tu vois par exemple, ça va devenir tout de suite beaucoup plus compliqué, beaucoup plus alambiqué. Et puis après, les gens quand ils comprennent, ils ont ce petit feu d'artifice mental où ils disent ah c'est malin. Et c'est ça qui est vraiment drôle. C'est ça qu'on aime dans le jeu. C'est ça qui est agréable dans le jeu. Par contre, il y a un truc qui, moi, m'a vraiment gâché l'expérience sur mes parties, c'est les plateaux joueurs. Le matériel, ouais. Les plateaux joueurs, donc, ils sont aimantés. On va avoir un rabat aimanté pour glisser les clés et les révéler, mais également une languette dans laquelle on va glisser nos cartes picto. Et les languettes, elles sont juste collées et elles partent. Elles sont vraiment pas efficaces pour le coup. Ouais. Et les plateaux aimantés, ils sont pas si agréables que ça à manipuler parce qu'il faut que les gens insèrent leurs clés, mais dans le bon sens. Et compagnie. Enfin, disons qu'on a une petite surédition pour rendre le jeu plus sexy, qui finalement atteint pas complètement son but, parce que matériellement, c'est un peu fragile. Sur toutes les boîtes qu'on a essayées, à chaque fois, on a cassé des plateaux, alors qu'on n'était pas tellement bourrin, on n'a pas joué beaucoup de parties, donc j'imagine même pas au bout de 10, 20 parties. Donc c'est un peu frustrant de dire, faut faire super attention au matériel, et on aurait pu s'en passer de ce plateau, finalement ça aurait pu juste fonctionner avec des cartes, et ça marchait, et c'était tout aussi bien. Mais du coup, on a ce plateau qui donne envie, mais qui est pas complètement abouti. Bref, ça grince un petit peu sur cette édition. C'est dommage parce que le jeu peut juste être bien plaisant. Il est plaisant. Je pense que pour la cible, typiquement, tu vois, pour les barrageux, c'est un très très bon jeu. Ouais. Ça fonctionne à fond. T'expliques en 2 minutes, c'est parti. Mais je pense que 1 heure. Sa fragilité notable pour un barrageux, c'est compliqué en fait d'avoir un jeu fragile. Tu mets un petit rouleau de scotch dans la boîte, tu refais tes fils de plateau, et puis c'est fini. Mais ouais, ça empêche pas. Ça ne gâche pas l'expérience du jeu, c'est juste un petit là on dit ah c'est dommage, ça passe un petit peu côté de la cible avec une petite finition qui aurait été un peu
meilleur. Il n'empêche que ça fonctionne quand même plutôt bien. Ouais. C'est voilà, vite expliqué, les parties sont plutôt longues. Toi, peut-être un peu trop pour toi. Moi, j'ai trouvé ça sympathique, c'est de monter en tension. Mais en effet, c'est un party game qui dure plutôt 45-50 minutes plutôt qu'un quart d'heure. On n'est pas sur juste du poète-poète. Mais pour une expérience qui est plutôt agréable et sur laquelle j'ai envie de revenir aussi. Exactement. Après, les parties sont longues pour moi pour le genre de jeu que c'est, en fait. C'est surtout ça. J'ai envie sur la même durée, j'ai envie d'avoir un Codenames, un Decrypto plutôt que ça, en fait. Ce genre d'expérience, je vois plus sur 15-20 minutes et après on passe à autre chose. Soit on passe à un très gros jeu, soit on passe à d'autres party games et on enchaîne et on fait plein de party games différents. Mais là, en fait, j'ai l'impression un peu de m'asseoir dans l'activité et pas de la subir, hein, mais parce que c'est agréable et c'est un bon jeu, mais plus que l'expérience, elle est peut-être un peu trop longue par rapport à ce qu'elle a envie de m'offrir. Ok. Tu vois, par rapport à sa Et générosité. ça dépend pas mal du temps que mettent les gens à répondre à leurs questions par rapport au personnage. Et ça dépend beaucoup du nombre que tu es autour de la table. Quand t'es 6, vraiment, quand t'es très nombreux, en fait, le temps incrémente beaucoup. Ouais, c'est ça, on est d'accord. Voilà pour Secret Identity. On va passer au troisième jeu dont on voulait vous parler, Tea, Scones and Arsenic. Alors, Tea, Scones and Arsenic, je vais te laisser le pitch et tu feras ça bien mieux que moi. Ok. Eh ben, écoute, on est des riches héritiers. Ah, un petit thé. Parce que, figurez-vous que grand-maman est morte et que, elle a un gros héritage et que on a envie de le garder pour nous. Donc nous sommes des personnes crapuleuses qui avons empoisonné plein de biscuits dans la boîte à biscuits familiale et on va se les offrir, on va se les proposer, on va en récupérer parce que bien entendu, on a envie de rester jusqu'au bout et surtout on a envie que les autres s'empoisonnent. Donc on va être dans un jeu, un party game finalement, dans lequel on va fouiller dans une boîte à biscuits, récupérer des tuiles, regarder le nombre de petits symboles poison qu'il y a derrière et dire il était très bon ce biscuit, et puis le reposer et dire au joueur suivant vas-y tu peux piocher. Exactement, on est dans un jeu un petit peu de collection avec du stop ou encore, parce que finalement c'est de l'anti-collection. L'anti-collection, c'est-à-dire qu'on essaye de collectionner mais le moins possible de mauvaises choses et trouver les bonnes choses qui sont cachées dans les gâteaux. Et les gâteaux sont séparés en 5-6 collections différentes de types. Et ça se voit visuellement, c'est-à-dire qu'on va prendre le gâteau qui est rond, le gâteau qui est carré, le gâteau qui a du sucre dessus. Et chacune des collections a une répartition inégale de points, de poisons, d'effets spéciaux. Et on va donc essayer de faire ces collections en essayant de récupérer les bonnes choses, en laissant les mauvaises aux autres. Exactement. Et plus la partie va avancer, plus finalement les bonnes choses vont être déjà mangées. Et il restera plus que les mauvaises. Et il va falloir s'arrêter au bon moment avant d'avoir trop de mauvaises. Parce que effectivement, on a des sucres qui nous permettent de replacer les biscuits dans la boîte. Si on voit qu'on a un biscuit qui nous intéresse pas parce qu'il est vraiment trop toxique pour nous, on peut le replacer dans la boîte, secouer la boîte, comme ça les gens ne savent plus où il est. Et donc effectivement, on est dans cette expectative parce que finalement on gagne si on a mangé le plus de biscuits que tous les autres. Mais par contre, si on atteint un certain nombre de symboles poison, alors ça dépend du nombre de joueurs, en fait, on est obligé de le révéler, on est obligé de dire désolé, je suis mort, je peux plus jouer. Exactement. C'est un petit peu du bluff, on dit ok bon, j'en suis déjà à beaucoup de poison, est-ce qu'il faut que je m'arrête? Ils ont pas l'air d'avoir envie de continuer, ils vont continuer à boulotter des gâteaux dans mon dos. Il faut que je continue encore. Et là tu prends le risque de continuer jusqu'au gâteau de trop qui va j'ai craqué. Ça y est, c'est foutu. Et effectivement, comme tu le disais, il y a des pouvoirs spéciaux par catégorie de gâteaux. Donc il y a des gâteaux qui ne sont pas du tout toxiques tout seuls, mais si on les adjoint à un autre type de gâteau toxique, c'est fini, on les mord directement. On a d'autres qui nous permettent de compter pour 2 gâteaux dans le comptage final. D'autres qui finalement sont pourris. C'est juste que ils sont un peu rances quoi. Donc ils comptent pas. Donc on a plein de petites choses en plus qui viennent rajouter une petite dose de chaos qui n'est pas désagréable. Et par-dessus ça, on a la petite méca rigolote. La petite cuillère. Alors c'est une variante de jeu dès que vous êtes un peu initié, vous pouvez le faire à votre première partie, sinon c'est recommandé de le faire si vous êtes plutôt novice en deuxième partie. C'est tout simple. En gros, on a chacun une petite cuillère en début de partie, une petite cuillère en argent, et si on voit que quelqu'un prend un gâteau qu'on n'a pas envie qu'il prenne, on va simplement lui taper sur la main avec la petite cuillère pour dire non, tu ne prends pas ce gâteau. On défausse sa cuillère et c'est bon. Exactement. Il va pouvoir reposer le gâteau, donc on va pouvoir s'en saisir à nos risques et dépens, juste après lui, en disant finalement, j'aurais bien dû lui laisser bouffer ce gâteau pourri plutôt que me le coltiner. Effectivement, après c'est vraiment un jeu dans lequel les situations sont drôles, la mise en contexte est drôle parce qu'on joue véritablement dans une boîte à biscuits en fer blanc, à prendre des tuiles qui sont des biscuits. Je trouve que il y a un décor qui est mis en place très vite et très efficacement. Et qui met une bonne ambiance à la table. Exactement. Éditorialement, je trouve qu'il y a un très bon travail parce que
on s'y croit presque. C'est-à-dire qu'on est vraiment autour de notre boîte à gâteaux. Les gâteaux sont très bien réalisés, ils sont crédibles. C'est-à-dire que c'est pas des trucs à fantaisie. On est vraiment sur les gâteaux crédibles, dessinés, naturels. Et quand on le prend, on a vraiment l'impression de prendre le gâteau. Alors oui, on le retourne et on va pas le croquer, mais on est vraiment dans un esprit autour de la table, vraiment à la cool, à la chaîne faïence, et il se passe un petit truc autour. Ouais. Et moi, ce que j'ai aimé dans ma partie, c'est que finalement, tu commences en attaquant les gâteaux d'une même collection. Parce que tu dis, tiens, je vais prendre toute cette collection et je vais prendre les meilleurs. Et quand tu commences à avoir pris les meilleurs, qu'il te reste plus que les mauvais, t'es le seul à savoir, mais bon, tu vas commencer à changer de collection. Et là, tu dis, tiens, mince, il y a déjà 4 gâteaux de ces collections, lui, il y en a déjà 3. Qu'est-ce qui reste comme collection? Ah, on va se partager les autres. Et là, pour le coup, ça va être complètement aléatoire sur ce qui reste dans la boîte. Et plus ça va aller, plus les collections vont devenir inintéressantes. Et quand est-ce qu'il faut s'arrêter? C'est ça qu'il va falloir bien juger. Ouais. Donc, c'est vrai que y a cet équilibre assez ténu. En fait, moi, il me fait penser à The Hunger dans la proposition, parce que finalement, Rien à voir. ça n'a rien à voir. Mais en fait, tu vois, il y a le fait de d'avoir la gourmandise d'aller assez loin et de se dire les autres sont vraiment en avance, je continue, ouais. et de prendre trop de risques et ou Clank, tu vois, c'est le même genre de choses. Tu te dis les gens ils ont pris plein d'artefacts, ils sont riches, il faut que j'y aille, il faut que je continue. Ou alors il faut se dire bah non, là il est l'heure de remonter et c'est fini. Et en fait, il y a un peu ce débat-là interne que tu peux avoir, mais il se fait très vite et très rapidement. On tergiverse pas sur 100 000 mécanismes de jeu. On va vraiment à l'essentiel et ça marche. Le contexte du jeu marche, le décor du jeu marche, le game design du jeu marche. C'est pas un jeu hyper calculatoire, c'est vraiment de la petite prise de risque. Pour autant, c'est pas du gain petit et ce qu'on fait, c'est vraiment impactant. Si tu prends un cookie qui fait 3 poisons, bah tu te dis OK, mes plans, ils étaient bien, maintenant ils sont nuls. Ça va être compliqué, ouais. Et en ça, je trouve qu'il y a une vraie réussite. Après, c'est pas un gros jeu avec une rejouabilité de frappadingue. Ouais. Voilà, on n'est pas sur un gros jeu de gestion à l'allemande qui va poser 100 000 choix cornéliens et un faisceau d'informations dingo. Mais en fait, on n'a pas besoin de ça pour s'amuser. C'est ça, comme tu disais, on a ce côté stop ou encore. On va pas tellement regarder ce qu'on a, mais on va plutôt regarder ce qu'ont les autres. Et c'est les autres qui t'incitent à aller encore un peu plus loin pour pouvoir être à leur niveau jusqu'à la fin. Moi, j'ai apprécié ma partie, mais ça m'a pas donné envie d'y rejouer très souvent, d'y revenir vraiment. J'ai apprécié cette partie sans dire encore plus. Non, ok. J'ai Merci plus pour envie de le faire découvrir aux gens. Exactement. Parce que c'est vrai que c'est des moments agréables, mais je me dis pas cool, on va faire une soirée Tisconzen Arsenic. On est d'accord. C'est le jeu que tu as envie de faire découvrir aux gens parce que l'édition est top, parce que l'expérience est sympa, mais voilà. Alors, je contrebalancerai en disant que vraiment, le thème est vraiment bien travaillé, il est vraiment au top, et il est très amusant, et il crée des situations fun autour de la table. C'est original et ça fonctionne bien. Ouais. Ok. Eh bien, voilà pour ce DLV dans le viseur où on a parlé des jeux du moment. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à commenter sous la vidéo pour dire si vous êtes d'accord avec nous ou si vous n'êtes pas d'accord et donner vos arguments à vous. Nous, pour le rappel, on a fait quelques parties. Ce sont nos retours à chaud. N'hésitez pas à commenter, à liker, à nous soutenir sur Utip si vous nous avez apprécié avec cette vidéo. Et à partager les contenus, ça nous aide bien. Ou à visiter le site ludoax.fr si vous avez besoin de plus d'infos sur le monde du jeu de société. Exactement. Donc voilà, maintenant, amis joueuses, amis joueurs, on vous dit à bientôt sur une nouvelle vidéo et salut! Ciao!